La nuit est noire et le ciel sans étoiles. Le vent mugit et frappe en vain nos voiles, que durcissent les frimas. Le marin, un fleuve et son peuple. Au moins jusqu'à l'arrivée du chemin de fer et des routes modernes, l'eau, soit le Saint-Laurent et ses affluents, occupe une place fondamentale dans la vie des Québécois. Depuis toujours, les Autochtones avaient su tirer parti de ce réseau inextricable de lacs et de rivières coupés de rapides escarpés. Pour ce faire, ils comptent sur un véhicule particulièrement adapté, le canot d'écorce, assez long pour transporter des marchandises, mais assez léger pour être hissé lors des portages. Éventuellement, il sera le véhicule par excellence de la traite des fourrures et de l'exploration de la Nouvelle-France. Les voitures d'eau. Quand François-Xavier Garneau écrit son poème en 1843, le fleuve et le golfe du Saint-Laurent bourdonnent littéralement d'activité. Pour y circuler, les Québécois bénéficient d'une embarcation très performante, la goélette ou schooner. Progressivement, ce type de navire remplace les canots, les barques et les chaloupes à voile qui sont utilisés depuis l'époque française. Jaugeant une trentaine de tonneaux et mesurant une dizaine de mètres, la goélette est très agile, mue par deux voiles auriques et triangulaires. Le type de goélette canadienne-française se distingue par son fond plat qui permet de fréquenter les hauts fonds et de s'échouer sur les battures. On trouve facilement le bois nécessaire à sa construction et quelques hommes dotés d'un équipement sommaire suffisent à sa construction en quelques semaines. À compter des années 1920, la motorisation donne aux goélettes une nouvelle vie en faisant un petit caboteur très efficace. Véritable camion du Saint-Laurent, c'est en goélette que les agriculteurs de Lévis approvisionnent les marchés de Québec, que le courrier est distribué le long des villages de la Côte-du-Sud et que les maraîchers desservent les marchés de Montréal. Le fleuve fait alors vivre tout un peuple de débardeurs, de pilotes, de grossistes, de traversiers et de voyageurs qui animent à leur tour d'innombrables auberges installées à proximité des quais à une époque où un simple voyage de Québec à Montréal peut représenter jusqu'à 5 nuitées à l'hôtel. Le transport des passagers est assuré, après 1809, par des navires à vapeur de la compagnie de John Molson qui relient bientôt Montréal et Québec en seulement 2 jours. L'hiver, le fleuve et les rivières conservent une intense activité. En face de Montréal, on installe le pont de glace qui permet de traverser à Longueuil, de recueillir la glace, de poser une voie de chemin de fer temporaire et même d'installer des débits de boissons pour réchauffer les passants. Les rivières gelées constituent enfin d'excellents chemins que les habitants empruntent en traîneau, les préférant aux abominables routes du Québec. Vous m'attendez à cette heure peut-être, et vous croyez toujours me voir paraître. La pêche miraculeuse. Partout la pêche est pratiquée à l'année longue à bord d'esquifs, de barques ou de goélettes. Elle varie l'ordinaire de l'habitant durant les jours maigres et le carême et permet de desservir le marché des villes. On pêche la lauze sur les rivières des prairies, pratiquement avec un seau tant elle est abondante. La perche chaude dont on tire l'exquise giblotte dans le lac Saint-Pierre et le grand masquinongé en Mauricie. Plus on descend le fleuve, plus la pêche prend des allures industrielles et se retrouve au cœur de la vie quotidienne. Les hommes partant chaque matin sur une mer hasardeuse, les femmes et les enfants s'affairant à apprêter le poisson. L'hiver est passé à chasser le loup marin et autres vaches de mer, qu'on appelle aussi beluga, et l'été, durant le frais, à cueillir l'anguille à même la plage par la pêche à la fascine. Dans le golfe, la morue règne en maîtresse. La condition des pêcheurs s'apparente cependant à un servage maritime tant les familles de pêcheurs sont tenues en otage par des compagnies sans scrupules qui achètent à vil prix le produit de pêche alors fabuleuse. Adieu patrie, adieu plus d'espérance. Adieu ma femme et ma chère Clémence. Vous ne me reverrez pas. Un cimetière de bateaux. Car il faut dire, écrit Albert Jobin, qu'à l'ouverture de la navigation, les voiliers arrivaient en grand nombre.
Une fois la passe franchie, les navires s'amenaient à la file indienne au nombre de 30-40 par jour. En juin 1840, 116 arrivent à Québec dans une seule journée. Pour la seule année de 1847, 1437 vaisseaux laissaient leur cargaison à Québec. Le commerce impérial permettait d'exporter le bois du Québec et le blé de l'Ontario et d'importer les produits manufacturés anglais. Il est alors contrôlé par des hommes d'affaires puissants, dont les compagnies arment d'énormes vaisseaux tels que le Great Eastern, construit à Québec en 1849 et longtemps le plus grand bateau du monde. Vers 1880, les ports de Québec et de Montréal acquièrent leur silhouette industrielle avec leurs quais et leurs voies de chemin de fer. Les immenses silos à grains qui s'élèvent dans le port de Montréal témoignent de l'époque où la métropole était le terminus de tout le blé de l'Amérique britannique. Le Saint-Laurent demeure cependant l'une des voies d'eau les plus périlleuses du monde. Les courants, les vents, le brouillard, les hauts fonds sont autant de facteurs qui en rendaient la navigation difficile et en font un véritable cimetière de bateaux. Longtemps, le fleuve capricieux protégea la Nouvelle-France de l'invasion. La flotte anglaise s'en souviendra amèrement, après qu'en 1706, 34 de ses navires aient échoué au large de la côte nord. Depuis, des milliers d'autres naufrages ont jalonné l'histoire du Saint-Laurent. Pour la seule décennie de 1856 à 1866, on en dénombre pas moins de 700. Partout le fleuve est donc endigué, le fond dragué, les écueils balisés. En 1867, on trouve déjà 131 phares de signalisation maritime entre Montréal et Gaspé. Rien n'y fit. Malgré toutes ces mesures, en 1914, l'Empress of Ireland heurte un autre navire au large de Sainte-Luce et coule en seulement 14 minutes, entraînant dans la mort 1100 passagers. Mais pour chacun de ces naufrages spectaculaires, combien de pêcheurs noyés dans l'estuaire? Combien de pierres tombales sans sépulture ou de messes célébrées dans les petites églises de la côte pour le salut de leurs âmes? Malgré les aides à la navigation et les technologies modernes, le fleuve Saint-Laurent demeure indomptable. Les marées peuvent y dépasser 6 mètres, les courants sont forts et multidirectionnels, les hauts fonds nombreux et la visibilité souvent obstruée, particulièrement en hiver, alors que la glace accroît encore le danger. Encore aujourd'hui, les navires commerciaux de plus de 100 pieds de long doivent obligatoirement être guidés par des pilotes brevetés. Se perpétue ainsi une autre grande tradition québécoise, celle des valeureux pilotes qui assurent cette vieille complicité entre un peuple et son fleuve. Au cap lointain vacille une lumière, mais le vaisseau brisé sombre à l'arrière, tout s'élance dans les mers. Celui qui donna une histoire à son pays. Du temps de François-Xavier Garneau, né en 1809 et décédé en 1866, tous ceux un tant soit peu versés en littérature se sont essayés à la poésie, genre littéraire qui règne alors en maître. La poésie française domine le monde et la renommée à l'époque de Lamartine ou de Victor Hugo s'apparente de nos jours à celle de Stephen King ou d'autres auteurs vendus à millions. En l'absence de maisons d'édition, c'est d'abord par les journaux que se font connaître les poètes du temps comme Crémazie, Fréchette et Garneau. Déjà, à l'époque, leurs poèmes deviennent rapidement des chansons populaires plaquées sur de vieux airs, témoignage de leur circulation dans la tradition orale. L'histoire du Canada depuis la découverte, paru en 3 volumes en 1852, est un événement fondateur pour la littérature québécoise. Non seulement l'œuvre de François-Xavier Garneau se démarque par son ampleur et sa qualité littéraire, mais surtout, elle révèle aux Québécois la richesse et la grandeur de leur histoire, particulièrement en brossant un portrait héroïque de la Nouvelle-France. L'histoire devient tout à coup à la mode. Poètes, romanciers et chansonniers s'abreuvent à l'œuvre de Garneau pour rédiger des poèmes épiques évoquant l'arrivée de Jacques Cartier, les faits d'armes durant la Nouvelle-France ou la silhouette féline du farouche autochtone. La contribution de Garneau à notre poésie nationale se mesure donc moins à l'aune de ses 19 petits poèmes qu'à titre de celui qui donna une histoire à son pays et qui livra le premier récit de notre fabuleuse épopée en Amérique. La nuit est noire et le ciel sans étoiles. Le vent mugit et frappe en vain nos voiles.
que durcissent les frimas. De la tempête augmente la furie. La mer blanchit, le navire qui crie. C'en est fait, nous coulons bas. Vous m'attendez à cette heure peut-être, et vous croyez toujours me voir paraître, froid et couvert de frimas. Adieu patrie, adieu plus d'espérance. Adieu ma femme et ma chère Clémence, vous ne me reverrez pas. Au cap lointain vacille une lumière, mais le vaisseau brisé sombre à l'arrière, tout s'élance dans les mers. Vous ne me reverrez pas. Adieu patrie, adieu plus d'espérance. Adieu ma femme et ma chère Clémence, vous ne me reverrez pas. Vous ne me reverrez pas. Tout disparu sous la vague profonde, et le marin qui luttait contre l'onde répétait encore tout bas: vous ne me reverrez pas. Vous ne me reverrez